Ce film documente une affaire d'État. Il met en scène des assassins d'extrême droite qui pendant des années ont agi en toute impunité sur le territoire allemand. Leur haine des étrangers les a poussés à tuer 9 personnes d'origine étrangère et une policière, à commettre des attentats à la bombe, à braquer des banques, sous les yeux des contacts et des indicateurs de pratiquement tous les services secrets allemands. Ce film met en lumière les failles inquiétantes des services de sécurité allemands qui ont échoué à arrêter ces crimes. Au cœur de cette histoire, la tromperie, le mensonge, l'escroquerie, mais aussi la lutte entre le Parlement et les appareils de l'État allemand, entre la volonté d'informer et la dissimulation. Il s'agit de savoir si notre démocratie fonctionne et si nous pouvons tenir notre promesse aux citoyens allemands. Car nous leur avons dit, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, sachez que les autorités feront tout ce qui est en leur pouvoir pour élucider les affaires criminelles. On aurait pu à plusieurs reprises interrompre cette série de meurtres. On avait les informations, on avait les moyens de le faire. Mais pour une raison obscure, personne n'a agi. Ce que je trouve inquiétant, c'est que les services secrets ont pris l'habitude de se soustraire au contrôle de la justice. Le scandale éclate au grand jour le 4 novembre 2011. Ce jour-là, un camping-car part en fumée dans la ville d'Eisenach, à l'est de l'Allemagne. À l'intérieur, la police découvre 2 cadavres. 2 hommes connus des forces de police. Il s'agit d'Uwe Mundlos et d'Uwe Böhnhardt, 2 néo-nazis agissant dans l'ombre depuis 13 ans. Ils ont été abattus d'une balle tirée par un fusil à pompe à canon scié. À côté des corps, les policiers découvrent tout un attirail d'armes, des plans de ville et de l'argent volé dans des banques. Peu de temps après, un logement explose à Zwickau en Saxe. C'est Beate Zschäpe, la compagne des 2 hommes, qui y a mis le feu. Beate Zschäpe se constitue prisonnière quelques jours plus tard. Depuis le mois de novembre dernier, elle se trouve en détention provisoire et refuse de parler. À partir des quelques indices qui ont échappé aux flammes, les autorités essaient de reconstituer tant bien que mal le scénario qui a permis aux 3 néo-nazis de commettre des meurtres sans être inquiétés. Ils ne tardent pas à s'apercevoir que la police et les services secrets ont commis des impairs, que ce soit à l'échelle nationale ou à celle des différents Länder. Un constat pour le moins alarmant, qui signe l'échec des 16 services secrets des Länder chargés de protéger l'État contre le terrorisme, du service de sécurité militaire fédéral, ainsi que celui des nombreuses forces de police impliquées dans l'affaire. Le sociologue Roland Eckert est l'auteur de nombreux travaux sur l'extrémisme et la violence. Il a notamment enquêté sur le rôle des forces de sécurité et les erreurs qu'elles ont commises dans leur appréciation du danger venant de l'extrême droite. Les services secrets, sous leur forme actuelle, sont le produit d'une volonté spécifiquement allemande d'empêcher la formation d'une police politique, comme celle qui existait par le passé. Il repose donc sur des fondements tout à fait respectables. Mais force est de constater que ces mêmes services de sécurité, qui sont censés mener un travail d'éclaireur, n'ont pas fonctionné correctement. L'inefficacité de cet appareil gigantesque a été révélée aux yeux de tous. La défiance à l'égard des services secrets et des autorités chargées de l'enquête prend une telle ampleur que le Parlement fédéral et les parlements des différents Länder mettent en place des commissions chargées de faire la lumière sur cette affaire. La commission la plus importante se trouve au Parlement fédéral. Elle est présidée par le député Sebastian Nedati. Nous avons pris connaissance de plus d'une centaine de preuves. Nous avons reçu beaucoup d'autres pièces. Et nous constatons de plus en plus souvent et à plusieurs niveaux l'absence manifeste d'une volonté de coopérer, qui se traduit par le refus de fournir le matériel et les informations dont nous avons besoin pour mener notre travail d'enquêteur à bien. En tant que néo-nazis, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe et Uwe Böhnhardt étaient depuis longtemps dans le collimateur des autorités. C'est à la fin des années 90 que le trio prépare ses premiers attentats. Il stocke des armes et des explosifs dans un garage loué au nom de Beate Zschäpe à Jena, une ville du Land de Thuringe à l'est de l'Allemagne. Les services secrets le découvrent et en informent la police.
En janvier 1998, les forces de l'ordre perquisitionnent le garage en présence d'Uwe Böhnhardt. Mais pendant que les agents de police essaient de forcer la serrure, Böhnhardt monte dans sa voiture et prend le large, sans rencontrer la moindre résistance. Une commission d'enquête est ouverte dans le Land de Thuringe. Elle doit faire la lumière sur les défaillances de la police et des services de renseignement généraux. La députée Martina Renner est la vice-présidente de la commission. Cette perquisition représente à ses yeux l'une des plus graves erreurs de l'enquête. La plus grande faute de la police a sans aucun doute été commise lors de la préparation et de la perquisition du garage à Jena. Des officiers ont trouvé une bombe tuyau et n'ont pas arrêté les 3 suspects, qu'ils auraient au moins pu placer en garde à vue. À cela s'ajoutent les défaillances de la recherche soi-disant ciblée des criminels. Quand on consulte les dossiers, on s'aperçoit vite que la police avait toutes les informations sur les structures susceptibles d'aider les 3 criminels à plonger dans la clandestinité. La police trouve dans le garage des armes, du matériel de propagande et plus d'1 kilo de TNT utilisé pour la confection de plusieurs bombes tuyaux. Un avis de recherche est lancé, mais le trio a disparu sans laisser de traces. Les 3 criminels se terrent d'abord à Chemnitz. Ils passent 2 ans dans la ville en changeant plusieurs fois d'adresse. Des camarades mettent des logements à leur disposition. Il s'agit pour la plupart d'activistes appartenant au mouvement Blood and Honor, Sang et Honneur. Sang et Honneur est un réseau raciste agissant à l'échelle internationale qui s'autofinance en diffusant de la musique d'extrême droite et en organisant des concerts. Cette organisation est bien implantée à l'est de l'Allemagne. L'idéologie de Sang et Honneur fait du génocide des Juifs une action héroïque. Le mouvement considère le combat armé pour la préservation de la race blanche comme le devoir de tout activiste. On a souvent sous-estimé la portée de Sang et Honneur, parce qu'on pensait que la seule activité de ces membres racistes consistait à organiser des concerts. L'idée que ces activistes pouvaient avoir un sous-groupe militant terroriste ou un groupement parallèle, à savoir le Combat 18, n'a pas vraiment été prise en considération, ou peut-être pas suffisamment pour prendre les mesures qui s'imposaient. Les 3 criminels s'installent dans la clandestinité. Leur soutien ne leur procure pas seulement des logements, mais aussi des fausses identités et des armes. Le trio forme désormais une cellule terroriste et il se prépare à passer à l'action. Comment a-t-on pu en arriver là? Que savaient les services secrets? Et pourquoi le trio n'a-t-il pas été arrêté? Les commissions d'enquête demandent des informations, des dossiers, entendent des témoins, mais l'enquête piétine. On s'aperçoit que les services secrets à l'échelle nationale ou à celle des Länder ont détruit des pièces, des dossiers et des preuves juste après la découverte de la cellule terroriste. Derrière ces agissements se cache sans doute la volonté des services secrets de dissimuler leurs défaillances, car ils étaient bien plus près des terroristes qu'ils ne veulent l'admettre. Quand on demande directement à des personnes du gouvernement fédéral s'il y a eu des contacts entre les autorités allemandes et la cellule terroriste ou l'entourage de la cellule, et que l'on nous répond par la négative pendant des semaines, alors que l'on sait pertinemment le contraire, mes collègues et moi avons toutes les raisons de nous sentir floués. Et ça ne fait pas plaisir. Toutes les forces de sécurité sont avisées de vérifier une nouvelle fois, chacune dans son domaine de compétence, si elles disposent d'informations en lien avec le trio, avec son entourage proche, ou avec toute personne susceptible d'avoir été en contact avec lui. Une chose est sûre, les services secrets avaient placé Uwe Mundlos sous surveillance dès 1994. Cette année-là, il fait son service militaire dans l'infanterie mécanisée. Son nom apparaît alors dans un dossier en raison de ses convictions d'extrême droite. Le parquet ouvre une enquête. C'est le MAD, le service de sécurité militaire allemand, qui s'occupe des soldats d'extrême droite. Il essaie alors de faire de Mundlos l'un de ses indicateurs en lui proposant de les tenir informés des activités de ses camarades néo-nazis. Mais le soldat refuse toute forme de coopération. Quand on découvre la proposition de recrutement du MAD, le ministère de la Défense accepte de livrer ses dossiers après bien des hésitations. Pour le député Sebastian Dati, c'est un véritable scandale.
Je n'arrive pas à comprendre qu'on ait promu M. Mundlos caporal, alors qu'il avait été identifié comme un membre de l'extrême droite et qu'il était sommé de payer une amende suite à une procédure pénale engagée contre lui. On a juste attendu quelques semaines pour une question de forme. Et il a même été promu caporal-chef en 1995, l'année où il a fini son service militaire. On avait également envisagé de faire appel à lui pour de futurs exercices militaires. Même avec la meilleure volonté du monde, je n'arrive pas à comprendre comment M. Mundlos a eu le droit de prendre part aux exercices de tir et de manipuler des mitrailleuses après la révélation de son appartenance au mouvement d'extrême droite. Mundlos finit son service militaire dans les règles en 1995 et rejoint ses amis d'extrême droite. L'idéologie nazie, la haine des étrangers, des juifs et de la démocratie unit depuis plusieurs années déjà les trois activistes originaires de Iéna. À cette époque, les opportunités de clamer leurs convictions haut et fort ne manquent pas. Ils prennent régulièrement part aux manifestations et aux rassemblements néo-nazis. Le trio se met à fabriquer en secret des bombes disposées dans des valises qu'ils déposent dans le centre-ville d'Iéna. Les bombes ne sont pas encore opérationnelles, mais elles contiennent bien des explosifs et ont pour but de semer la panique dans la population. Les activistes entrent alors dans le collimateur des services secrets. Ils sont tous les trois membres du Thüringer Heimatschutz, la protection de la patrie de Thuringe. Il s'agit à l'époque de l'aile la plus radicale de l'extrême droite dans la région. Le groupe compte à peine 140 membres, parmi lesquels de nombreux indicateurs. Ces derniers agissent pour le compte de différents services de renseignement intérieur et pour le MAD. Pendant des années, 40 indicateurs livrent des informations sur les actions, la structure et les cadres du groupe néo-nazi. Et pourtant, les services secrets ignorent qu'une cellule terroriste se constitue dans ses rangs. Un indicateur est avant tout une personne qui partage les mêmes opinions politiques que le groupe dont il fait partie, par opposition avec un agent sous couverture. L'indicateur ne fournit que les renseignements qui lui rapportent de l'argent, qui sont plausibles, et qui ne mettent pas ses camarades en danger. Cela induit une désinformation, notamment quand les agents du renseignement qui exploitent ensuite ces informations partent du postulat que ceux dont ils n'entendent pas parler n'existent pas. En 1998, après la perquisition du garage, les trois terroristes disparaissent comme par enchantement. La police et les services secrets mettent tout en œuvre pour les retrouver, mais en vain. Et pourtant, les enquêteurs auraient pu trouver le repère des criminels. Le nom de leur soutien figurait sur une liste de coordonnées téléphoniques qu'Uwe Mundlos avait constituée avec les membres du réseau. La police a trouvé cette liste près des bombes tuyaux et l'a simplement conservée comme pièce à conviction. Il aurait suffi d'éplucher ce répertoire téléphonique pour les retrouver. Les forces de l'ordre n'ont sûrement pas usé de tous les moyens dont elles disposaient, surtout sachant que des structures s'apprêtaient à agir dans l'illégalité. À cette époque, il y avait dans le milieu néo-nazi le projet de constituer des cellules pour organiser un terrorisme d'extrême droite. La police aurait pu savoir où étaient les activistes et où se trouvaient ces structures, ce qui aurait permis de frapper à la bonne porte et d'éviter le pire. Les services secrets apprennent tout de même que le trio a besoin d'argent, car la vie dans la clandestinité lui coûte cher. Le réseau de soutien organise des collectes, et les trois criminels inventent un jeu répugnant qu'ils nomment Pogromli, qu'ils vendent dans le milieu de l'extrême droite. Les renseignements généraux allemands en acquièrent plusieurs exemplaires. Le trio reçoit l'argent par le biais d'intermédiaires, environ 50 € par jeu. Quelque temps après, les services secrets apprennent par des activistes que les trois criminels n'ont plus besoin d'argent, ils ont ce qu'il leur faut. Mais personne ne fait le lien avec les attaques à main armée que Bernhardt et Mundlos commettent à l'époque à Chemnitz. Et quand le service de renseignement du Land de Brandebourg informe ses collègues de Saxe et de Thuringe qu'un activiste connu de sang et honneur va tenter de procurer des armes à 3 skinheads clandestins, il ne vient apparemment à l'esprit de personne qu'il pourrait s'agir d'armes destinées aux poseurs de bombes. La raison est on ne peut plus simple. Les services secrets coopèrent à peine avec les investigateurs des autres Länder.
Tous les services secrets essaient de garder le monopole sur leurs informations pour accroître leur pouvoir. Ils ne font pas toujours preuve de la meilleure volonté quand les services de la police judiciaire et les services de renseignement généraux veulent accéder à leurs informations. Si bien qu'à l'époque où la police judiciaire de Saxe enquêtait sur les braquages de banques, les enquêteurs de Thuringe savaient que le trio avait d'abord rencontré de gros problèmes d'argent qu'il avait soudainement résolus à force de petits boulots ou d'actions. Le croisement de ces deux informations aurait rendu bien des interventions possibles. Il ne fait aucun doute que la monopolisation des informations a joué un rôle fatal dans cette affaire. C'est ainsi que le rôle joué par Andreeu est lui aussi resté dans l'ombre. Ce militant néo-nazi loue à Chemnitz un repère pour le trio recherché par la police. Les trois activistes s'y cachent pendant 1 an et braquent plusieurs banques. Quand ils sentent leur sécurité menacée, ils déménagent à Zwickau, où ils se font passer pour Geri, Max et Lise. Ils ont des chats, font du vélo et sont appréciés de leurs voisins. À leur côté, on voit souvent Andreeu et sa femme. Le couple rend régulièrement visite au trio qui l'invite à des fêtes pseudo-germaniques. À cette époque, Andreeu fait l'objet d'une surveillance étroite par les services de renseignement généraux. Mais ces derniers affirment ne pas avoir fait le lien entre lui et les poseurs de bombes recherchés. Grâce aux renseignements fournis par les indicateurs au milieu des années 90, les services secrets disposaient d'informations précises sur les contacts du trio et leur cercle étroit d'amis. Dès le milieu des années 90, on connaît déjà les noms de ceux qui vont ensuite procurer au trio des passeports, des voitures, qui vont louer des camping-cars, qui vont lui donner de l'argent et lui rendre d'autres services. Ces noms n'ont pas surgi de nulle part en 1998, en 2000 ou en 2003. Les services secrets les connaissaient depuis longtemps. Avec l'aide de ses soutiens, le trio se prépare à commettre des meurtres. Les néo-nazis se dotent d'un pistolet Czeska 83 muni d'un silencieux. Un camarade du temps de Jena est suspecté de leur avoir fourni l'arme, Ralph W., un activiste membre de la protection de la patrie de Thuringe, qui fait lui aussi l'objet d'une surveillance étroite depuis des années. Pour passer à l'action, les criminels suivent à la lettre le mode d'emploi donné par un manuel du mouvement Sang et Honneur. Fonctionnement d'une cellule, attentat à la bombe, assassinat d'étrangers, tout y est décrit dans le détail. La série de meurtres commence en septembre 2000 à Nuremberg, juste 3 jours avant l'interdiction du mouvement Sang et Honneur en Allemagne. La première victime, Enver Simsek, un fleuriste d'origine turque. Les auteurs du crime appuient 8 fois sur la gâchette. À peine 1 an plus tard, c'est au tour du retoucheur turc Abdurrahim Özüdoglu d'être abattu. Le jour même où l'interdiction du mouvement Sang et Honneur entre définitivement en vigueur. 7 autres assassinats de petits entrepreneurs d'origine étrangère viennent ensuite s'ajouter à la liste. La police reconnaît l'existence d'une série, mais cherche les coupables dans le crime organisé. Les enquêtes se concentrent avant tout sur les familles des victimes, comme dans le cas de Theodoros Boulgarides, assassiné à Munich. Les policiers ont demandé aux enfants de Theodoros Boulgarides s'il était impliqué dans un trafic d'êtres humains ou de drogue, ou s'il pratiquait une quelconque activité criminelle. Ils ont aussi demandé à Madame Boulgarides si elle n'était pas mêlée à l'assassinat de son mari. Ils l'ont presque forcée à avouer sa culpabilité. Theodoros Boulgarides est la 7e victime de la cellule terroriste. Les investigations contre la famille se prolongent sur plusieurs années sans aboutir à un résultat valable. Il en va de même pour tous les autres assassinats. La commission spéciale n'arrive pas à avancer. En 2005, elle demande une expertise censée fournir une alternative à la thèse de la mafia. L'analyse aboutit au constat suivant. Les criminels sont des Allemands âgés de 25 à 40 ans. Il y a de fortes chances pour qu'ils soient issus de l'extrême droite.
Ils maîtrisent certainement le maniement des armes et des explosifs. Ils sont très probablement connus des forces de police. Cette analyse de l'affaire a provoqué des discussions houleuses au sein des autorités chargées de l'enquête. Nous savons aujourd'hui qu'elle était extrêmement pertinente et touchait au cœur de l'affaire. Mais curieusement, personne par la suite n'a dirigé l'enquête dans la direction indiquée. Dans les déclarations publiques, on a même continué à soutenir la thèse selon laquelle les victimes des assassinats et leurs proches appartenaient probablement à un milieu criminel. Et en juin 2004, quand le trio fait éclater une bombe à clous dans une rue de Cologne fréquentée par de nombreux étrangers, blessant grièvement 26 personnes, la réaction du ministre de l'Intérieur de l'époque, Otto Schily, est sans équivoque. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Le milieu politique ne veut pas faire de vagues. Les attentats contre les étrangers ne sont officiellement pas censés exister en Allemagne. Mais certaines personnes sont depuis longtemps en proie au doute. Entweder eine private Abrechnung oder halt von den Nazis dann, denke ich mal. Ansonsten kann keiner gewesen sein. Les policiers chargés de l'affaire se concertent avec les collègues qui enquêtent sur la série de meurtres et tirent de nombreux parallèles. Ce qui ne les empêche pas de continuer à chercher les coupables dans le milieu de la mafia. C'est à n'y rien comprendre. Je ne vois qu'une seule explication plausible. Les forces de l'ordre s'attendaient tellement à ce que le danger vienne des étrangers et que ce soit eux qui créent les problèmes, que toute information contraire à cette idée a été balayée de la main. Garder un œil sur la menace d'extrême droite. Mettre ses structures à nu et évaluer son degré de dangerosité. Toutes ces missions incombent en Allemagne à l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. Dans un document interne datant de 2004, l'Office établit une liste détaillée des dangers associés à l'extrême droite. Constitution de cellules, attentats à la bombe, tentatives de meurtre, etc. Même le trio y est mentionné. Et pourtant, l'Office aboutit à cette conclusion fatale. À ce jour, aucune organisation ni aucune structure terroriste d'extrême droite ne peut être identifiée en Allemagne. À l'époque, le trio néo-nazi a déjà assassiné 5 personnes et commis 2 attentats à la bombe. Toutes les informations répertoriées montrent qu'il existe un terrorisme sous forme de cellules brunes. C'est ce que le document décrit. Mais c'est précisément cette information cruciale qui va être ensuite dépréciée par l'affirmation selon laquelle il n'existe pas de milieu de soutien. Et l'allusion faite au groupuscule Combat 18 est elle aussi annulée par le fait qu'on affirme ensuite qu'il ne s'agirait que d'un groupe de frimeurs. En fait, chaque information renvoyant à l'existence de ce terrorisme est interprétée de façon à annuler sa validité. Ces erreurs d'appréciation ne seront identifiées comme telles que lorsque les commissions d'enquête s'intéresseront aux indicateurs implantés dans le milieu de l'extrême droite. La vérité voit peu à peu le jour. Les services secrets étaient plus près des terroristes qu'ils ne voulaient bien l'admettre. Pour ne citer qu'un exemple, à la fin des années 90, un certain Thomas S. a eu une courte liaison avec Beate Zschäpe et lui a procuré les explosifs pour les bombes tuyaux découvertes dans le garage. Le hasard veut que la commission d'enquête du Parlement fédéral apprenne que cet homme était pendant 10 ans un indicateur du service de renseignement de Berlin et qu'il a même donné des indications sur le lieu où séjournait le trio. La commission, qui enquête déjà depuis des mois sur cette affaire, se sent alors flouée. Le seul fait qu'un indicateur comptait parmi les partisans du groupe néo-nazi, et ce depuis plusieurs années, pèse tellement lourd dans la balance qu'on est obligé de se demander comment est-il possible de ne pas avoir réussi à enquêter sur le lieu de résidence du trio, de ne pas avoir découvert où il séjournait, et de ne pas avoir eu vent des actes criminels commis pendant toutes ces années, c'est-à-dire les 10 meurtres, les 14 attaques à main armée et les 2 attentats à l'explosif. C'est vraiment difficile à avaler. Le 10e et dernier meurtre de la cellule terroriste a lieu en 2007. La policière Michelle Kiesewetter est abattue à Heilbronn et son collègue grièvement blessé.
Les autorités en charge de l'enquête soutiennent aujourd'hui la thèse officielle selon laquelle Mundlos et Bernhardt auraient commis ce meurtre pour s'emparer des armes des policiers. Le trio aurait par ailleurs décidé de cibler dorénavant les officiers de police. Mais de nombreux doutes subsistent sur cette thèse. Les investigations menées immédiatement après le meurtre se fondent aussi sur l'hypothèse que le crime aurait un lien avec le travail des policiers. Une fois de plus, on impute les meurtres au crime organisé. Pendant des années, les enquêteurs suivent des pistes qui les mènent jusqu'au Balkan, en vain. La sphère privée de la victime est à peine examinée. Il y a eu de fortes pressions pour enquêter dans la ville même du crime. On a passé beaucoup de temps à recenser tous les Roms qui y vivent, à les interroger et à les considérer comme des suspects, même s'ils n'ont rien fait d'autre que de construire leur camp dans les environs. Alors que ce qu'il faut faire pour tout acte criminel, le b.a.-ba, c'est de passer l'environnement de la victime au crible, s'intéresser aux personnes qui avaient affaire à elle, à sa famille, à son cercle de connaissances et ses autres fréquentations. On a beaucoup entendu dire que cela n'avait pas été prioritaire. La policière Michelle Kiesewetter était originaire d'Oberweisbach, une petite ville de Thuringe avec un milieu de l'extrême droite très actif. Or, un des membres du trio, Uwe Mundlos, y a séjourné quelque temps en 2005. Autre coïncidence, un parent proche de Michelle Kiesewetter est un policier qui a enquêté pendant des années contre la protection de la patrie de Thuringe. Le meurtre de la policière serait-il un acte de vengeance? Dans l'environnement professionnel de la policière aussi, des questions restent ouvertes. Les investigations menées par la commission d'enquête de Berlin ont établi que des policiers de son unité étaient membres de la société secrète Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est assez réduit en Allemagne, mais des soutiens du trio entretenaient des contacts avec lui et les 3 activistes néo-nazis ont assisté à des cérémonies de l'organisation avant d'entrer dans la clandestinité. On ne s'est pas rendu compte que ces mouvements racistes, qui existaient déjà aux USA pour le Ku Klux Klan et en Grande-Bretagne pour Sang et Honneur et Combat 18, demandent expressément à leurs membres de ne rédiger aucune lettre de revendication pour ne pas mettre le groupe en danger et préconisent le suicide en cas de découverte pour ne pas compromettre les collègues ou les camarades. Un suicide en cas d'arrestation imminente. Était-ce donc le plan du trio terroriste? Beate Zschäpe pourrait largement contribuer à lever le voile sur cette affaire. Jusqu'au dernier moment, elle est restée en contact avec son réseau de soutien. Le jour où elle met le feu à sa cachette, elle rencontre encore une fois Andreeu, qui l'aide à s'enfuir en la conduisant à la gare. Ce n'est que quelques jours plus tard que Beate Zschäpe se constitue prisonnière. Depuis, elle garde le silence. Les tentatives de dissimulation des services secrets ont été si nombreuses que 4 de leurs dirigeants ont dû démissionner à ce jour. Le président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution a dû aussi rendre son tablier, ainsi que les dirigeants des services de renseignement de Thuringe, Saxe et Sachsen-Anhalt. Des dossiers ont été détruits, des indicateurs protégés, des députés menés en bateau et certaines fautes n'ont été avouées qu'à contre-cœur. Aujourd'hui, les services secrets, qui ne sont pas tenus de rendre leurs sources publiques, ont acquis un tel pouvoir dans notre pays qu'ils sont devenus un État dans l'État. Il est grand temps de se demander si les dégâts qui résultent de cette situation ne sont pas plus grands que l'utilité des quelques informations que ces services nous apportent. Le plus grand capital dont une démocratie puisse disposer est la confiance que les citoyens placent dans le fonctionnement de l'état de droit. Or, cette confiance a été largement entamée par les vaines enquêtes menées contre la cellule terroriste de Zwickau, qui a été démantelée par pur hasard. Ce que je trouve vraiment triste et regrettable, c'est que cette confiance continue d'être minée, parce que nous ne sommes pas suffisamment soutenus dans notre travail d'enquête, alors que ce travail nous le faisons si naturellement en mémoire des victimes. Il est impossible de dire si les victimes et les familles des défunts connaîtront un jour toute la vérité. Mais une chose est sûre, la structure des services secrets va devoir être repensée.
La suppression de certains services fait d'ailleurs déjà l'objet de discussions sérieuses. La commission spéciale n'arrive pas à avancer. En 2005, elle demande une expertise censée fournir une alternative à la thèse de la mafia. L'analyse aboutit au constat suivant. Les criminels sont des Allemands âgés de 25 à 40 ans. Il y a de fortes chances pour qu'ils soient issus de l'extrême droite. Ils maîtrisent certainement le maniement des armes et des explosifs. Ils sont très probablement connus des forces de police. Cette analyse de l'affaire a provoqué des discussions houleuses au sein des autorités chargées de l'enquête. Nous savons aujourd'hui qu'elle était extrêmement pertinente et touchait au cœur de l'affaire. Mais curieusement, personne par la suite n'a dirigé l'enquête dans la direction indiquée. Dans les déclarations publiques, on a même continué à soutenir la thèse selon laquelle les victimes des assassinats et leurs proches appartenaient probablement à un milieu criminel. Et en juin 2004, quand le trio fait éclater une bombe à clous dans une rue de Cologne fréquentée par de nombreux étrangers, blessant grièvement 26 personnes, la réaction du ministre de l'Intérieur de l'époque, Otto Schily, est sans équivoque. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Le milieu politique ne veut pas faire de vagues. Les attentats contre les étrangers ne sont officiellement pas censés exister en Allemagne. Mais certaines personnes sont depuis longtemps en proie au doute. Entweder eine private Abrechnung oder halt von den Nazis dann, denke ich mal. Ansonsten kann keiner gewesen sein. Les policiers chargés de l'affaire se concertent avec les collègues qui enquêtent sur la série de meurtres et tirent de nombreux parallèles. Ce qui ne les empêche pas de continuer à chercher les coupables dans le milieu de la mafia. C'est à n'y rien comprendre. Je ne vois qu'une seule explication plausible. Les forces de l'ordre s'attendaient tellement à ce que le danger vienne des étrangers et que ce soit eux qui créent les problèmes, que toute information contraire à cette idée a été balayée de la main. Garder un œil sur la menace d'extrême droite. Mettre ces structures à nu et évaluer son degré de dangerosité. Toutes ces missions incombent en Allemagne à l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. Dans un document interne datant de 2004, l'Office établit une liste détaillée des dangers associés à l'extrême droite. Constitution de cellules, attentats à la bombe, tentatives de meurtre, etc. Même le trio y est mentionné. Et pourtant, l'Office aboutit à cette conclusion fatale. À ce jour, aucune organisation ni aucune structure terroriste d'extrême droite ne peut être identifiée en Allemagne. À l'époque, le trio néo-nazi a déjà assassiné 5 personnes et commis 2 attentats à la bombe. Un constat pour le moins alarmant, qui signe l'échec des 16 services secrets des Länder chargés de protéger l'État contre le terrorisme, du service de sécurité militaire fédéral, ainsi que celui des nombreuses forces de police impliquées dans l'affaire. Le sociologue Roland Eckert est l'auteur de nombreux travaux sur l'extrémisme et la violence. Il a notamment enquêté sur le rôle des forces de sécurité et les erreurs qu'elles ont commises dans leur appréciation du danger venant de l'extrême droite. Les services secrets, sous leur forme actuelle, sont le produit d'une volonté spécifiquement allemande d'empêcher la formation d'une police politique, comme celle qui existait par le passé. Ils reposent donc sur des fondements tout à fait respectables. Mais force est de constater que ces mêmes services de sécurité, qui sont censés mener un travail d'éclaireur, n'ont pas fonctionné correctement. L'inefficacité de cet appareil gigantesque a été révélée aux yeux de tous. La défiance à l'égard des services secrets et des autorités chargées de l'enquête prend une telle ampleur que le Parlement fédéral et les parlements des différents Länder mettent en place des commissions chargées de faire la lumière sur cette affaire. La commission la plus importante se trouve au Parlement fédéral. Elle est présidée par le député Sebastian Nedati. Nous avons pris connaissance de plus d'une centaine de preuves. Nous avons reçu beaucoup d'autres pièces. Et nous constatons de plus en plus souvent et à plusieurs niveaux l'absence manifeste d'une volonté de coopérer, qui se traduit par le refus de fournir le matériel et les informations dont nous avons besoin pour mener notre travail d'enquêteur à bien.
En tant que néo-nazis, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe et Uwe Bönnhardt étaient depuis longtemps dans le collimateur des autorités. C'est à la fin des années 90 que le trio prépare ses premiers attentats. Ils stockent des armes et des explosifs dans un garage loué au nom de Beate Zschäpe à Jena, une ville du Land de Thuringe à l'est de l'Allemagne. Les services secrets le découvrent et en informent la police. En janvier 1998, les forces de l'ordre perquisitionnent le garage en présence d'Uwe Bönnhardt. Mais pendant que les agents de police essaient de forcer la serrure, Bönnhardt monte dans sa voiture et prend le large, sans rencontrer la moindre résistance. Une commission d'enquête est ouverte dans le Land de Thuringe. Elle doit faire la lumière sur les défaillances de la police et des services de renseignement généraux. La députée Martina Renner est la vice-présidente de la commission. Cette perquisition représente à ses yeux l'une des plus graves erreurs de l'enquête. La plus grande faute de la police a sans aucun doute été commise lors de la préparation et de la perquisition du garage à Jena. Des officiers ont trouvé une bombe tuyau et n'ont pas arrêté les 3 suspects, qu'ils auraient au moins pu placer en garde à vue. À cela s'ajoutent les défaillances de la recherche soi-disant ciblée des criminels. Attentat à l'explosif. C'est vraiment difficile à avaler. Le 10e et dernier meurtre de la cellule terroriste a lieu en 2007. La policière Michelle Kiesewetter est abattue à Heilbronn et son collègue grièvement blessé. Les autorités en charge de l'enquête soutiennent aujourd'hui la thèse officielle selon laquelle Mundlos et Bönnhardt auraient commis ce meurtre pour s'emparer des armes des policiers. Le trio aurait par ailleurs décidé de cibler dorénavant les officiers de police. Mais de nombreux doutes subsistent sur cette thèse. Les investigations menées immédiatement après le meurtre se fondent aussi sur l'hypothèse que le crime aurait un lien avec le travail des policiers. Une fois de plus, on impute les meurtres au crime organisé. Pendant des années, les enquêteurs suivent des pistes qui les mènent jusqu'au Balkan, en vain. La sphère privée de la victime est à peine examinée. Il y a eu de fortes pressions pour enquêter dans la ville même du crime. On a passé beaucoup de temps à recenser tous les Roms qui y vivent, à les interroger et à les considérer comme des suspects, même s'ils n'ont rien fait d'autre que de construire leur camp dans les environs. Alors que ce qu'il faut faire pour tout acte criminel, le b.a.-ba, c'est de passer l'environnement de la victime au crible, s'intéresser aux personnes qui avaient affaire à elle, à sa famille, à son cercle de connaissances et ses autres fréquentations. On a beaucoup entendu dire que cela n'avait pas été prioritaire. La policière Michelle Kiesewetter était originaire d'Oberweisbach, une petite ville de Thuringe avec un milieu de l'extrême droite très actif. Or, un des membres du trio, Uwe Mundlos, y a séjourné quelque temps en 2005. Autre coïncidence, un parent proche de Michelle Kiesewetter est un policier qui a enquêté pendant des années contre la protection de la patrie de Thuringe. Le meurtre de la policière serait-il un acte de vengeance? Dans l'environnement professionnel de la policière aussi, des questions restent ouvertes. Les investigations menées par la commission d'enquête de Berlin ont établi que des policiers de son unité étaient membres de la société secrète Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est assez réduit en Allemagne, mais des soutiens du trio entretenaient des contacts avec lui et les 3 activistes néo-nazis ont assisté à des cérémonies de l'organisation avant d'entrer dans la clandestinité. On ne s'est pas rendu compte que ces mouvements racistes, qui existaient déjà aux USA pour le Ku Klux Klan et en Grande-Bretagne pour Sang et Honneur et Combat 18, demandent expressément à leurs membres de ne rédiger aucune lettre de revendication pour ne pas mettre le groupe en danger et préconisent le suicide en cas de découverte pour ne pas compromettre est interprété de façon à annuler sa validité. Ces erreurs d'appréciation ne seront identifiées comme telles que lorsque les commissions d'enquête s'intéresseront aux indicateurs implantés dans le milieu de l'extrême droite. La vérité voit peu à peu le jour. Les services secrets étaient plus près des terroristes qu'ils ne voulaient bien l'admettre. Pour ne citer qu'un exemple, à la fin des années 90, un certain Thomas S. a eu une courte liaison avec Beate Zschäpe et lui a procuré les explosifs pour les bombes tuyaux découvertes dans le garage. Le hasard veut que la commission d'enquête du Parlement fédéral
apprennent que cet homme était pendant 10 ans un indicateur du service de renseignement de Berlin et qu'il a même donné des indications sur le lieu où séjournait le trio. La commission, qui enquête déjà depuis des mois sur cette affaire, se sent alors flouée. Le seul fait qu'un indicateur comptait parmi les partisans du groupe néo-nazi, et ce depuis plusieurs années, pèse tellement lourd dans la balance qu'on est obligé de se demander comment est-il possible de ne pas avoir réussi à enquêter sur le lieu de résidence du trio, de ne pas avoir découvert où il séjournait, et de ne pas avoir eu vent des actes criminels commis pendant toutes ces années, c'est-à-dire les 10 meurtres, les 14 attaques à main armée et les 2 attentats à l'explosif. C'est vraiment difficile à avaler. Le 10e et dernier meurtre de la cellule terroriste a lieu en 2007. La policière Michelle Kiesewetter est abattue à Heilbronn et son collègue grièvement blessé. Les autorités en charge de l'enquête soutiennent aujourd'hui la thèse officielle selon laquelle Mundlos et Bernhardt auraient commis ce meurtre pour s'emparer des armes des policiers. Le trio aurait par ailleurs décidé de cibler dorénavant les officiers de police. Mais de nombreux doutes subsistent sur cette thèse. Les investigations menées immédiatement après le meurtre se fondent aussi sur l'hypothèse que le crime aurait un lien avec le travail des policiers. Une fois de plus, on impute les meurtres au crime organisé. Pendant des années, les enquêteurs suivent des pistes qui les mènent jusqu'au Balkan, en vain. La sphère privée de la victime est à peine examinée. Il y a eu de fortes pressions pour enquêter dans la ville même du crime. On a passé beaucoup de temps à recenser tous les Roms qui y vivent, à les interroger et à les considérer comme des suspects, même s'ils n'ont rien fait d'autre que de construire leur camp dans les environs. Alors que ce qu'il faut faire pour tout acte criminel, le b.a.-ba, c'est de passer l'environnement de la victime au crible, s'intéresser aux personnes qui avaient affaire à elle, à sa famille, à son cercle de connaissances et ses autres fréquentations. On n'a pas vraiment été prise en considération, ou peut-être pas suffisamment, pour prendre les mesures qui s'imposaient. Les 3 criminels s'installent dans la clandestinité. Leur soutien ne leur procure pas seulement des logements, mais aussi des fausses identités et des armes. Le trio forme désormais une cellule terroriste et il se prépare à passer à l'action. Comment a-t-on pu en arriver là? Que savaient les services secrets? Et pourquoi le trio n'a-t-il pas été arrêté? Les commissions d'enquête demandent des informations, des dossiers, entendent des témoins, mais l'enquête piétine. On s'aperçoit que les services secrets à l'échelle nationale ou à celle des Länder ont détruit des pièces, des dossiers et des preuves juste après la découverte de la cellule terroriste. Derrière ces agissements se cache sans doute la volonté des services secrets de dissimuler leurs défaillances, car ils étaient bien plus près des terroristes qu'ils ne veulent l'admettre. Quand on demande directement à des personnes du gouvernement fédéral s'il y a eu des contacts entre les autorités allemandes et la cellule terroriste ou l'entourage de la cellule, et que l'on nous répond par la négative pendant des semaines, alors que l'on sait pertinemment le contraire, mes collègues et moi avons toutes les raisons de nous sentir floués. Et ça ne fait pas plaisir. Toutes les forces de sécurité sont avisées de vérifier une nouvelle fois, chacune dans son domaine de compétence, si elles disposent d'informations en lien avec le trio, avec son entourage proche, ou avec toute personne susceptible d'avoir été en contact avec lui. Une chose est sûre, les services secrets avaient placé Uwe Mundlos sous surveillance dès 1994. Cette année-là, il fait son service militaire dans l'infanterie mécanisée. Son nom apparaît alors dans un dossier en raison de ses convictions d'extrême droite. Le parquet ouvre une enquête. C'est le MAD, le service de sécurité militaire allemand, qui s'occupe des soldats d'extrême droite. Il essaie alors de faire de Mundlos l'un de ses indicateurs en lui proposant de les tenir informés des activités de ses camarades néo-nazis. Mais le soldat refuse toute forme de coopération. Quand on découvre la proposition de recrutement du MAD, le ministère de la Défense accepte de livrer ses dossiers après bien des hésitations. Pour le député Sébastien Edati, c'est un véritable scandale. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ait promu M. Mundlos caporal.
alors qu'il avait été identifié comme un membre de l'extrême droite et qu'il était sommé de payer une amende suite à une procédure pénale engagée contre lui. On a juste attendu quelques semaines pour une question de forme. Et il a même été promu caporal-chef en 1995, l'année où il a fini son service militaire. Il y a de fortes chances pour qu'il soit issu de l'extrême droite. Il maîtrise certainement le maniement des armes et des explosifs. Ils sont très probablement connus des forces de police. Cette analyse de l'affaire a provoqué des discussions houleuses au sein des autorités chargées de l'enquête. Nous savons aujourd'hui qu'elle était extrêmement pertinente et touchait au cœur de l'affaire. Mais curieusement, personne par la suite n'a dirigé l'enquête dans la direction indiquée. Dans les déclarations publiques, on a même continué à soutenir la thèse selon laquelle les victimes des assassinats et leurs proches appartenaient probablement à un milieu criminel. Et en juin 2004, quand le trio fait éclater une bombe à clous dans une rue de Cologne fréquentée par de nombreux étrangers, blessant grièvement 26 personnes, la réaction du ministre de l'Intérieur de l'époque, Otto Schily, est sans équivoque. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Le milieu politique ne veut pas faire de vagues. Les attentats contre les étrangers ne sont officiellement pas censés exister en Allemagne. Mais certaines personnes sont depuis longtemps en proie au doute. Entweder eine private Abrechnung oder halt von den Nazis dann, denke ich mal. Ansonsten kann keiner gewesen sein. Les policiers chargés de l'affaire se concertent avec les collègues qui enquêtent sur la série de meurtres et tirent de nombreux parallèles. Ce qui ne les empêche pas de continuer à chercher les coupables dans le milieu de la mafia. C'est à n'y rien comprendre. Je ne vois qu'une seule explication plausible. Les forces de l'ordre s'attendaient tellement à ce que le danger vienne des étrangers et que ce soit eux qui créent les problèmes, que toute information contraire à cette idée a été balayée de la main. Garder un œil sur la menace d'extrême droite. Mettre ces structures à nu et évaluer son degré de dangerosité. Toutes ces missions incombent en Allemagne à l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. Dans un document interne datant de 2004, l'Office établit une liste détaillée des dangers associés à l'extrême droite. Constitution de cellules, attentats à la bombe, tentatives de meurtre, etc. Même le trio y est mentionné. Et pourtant, l'Office aboutit à cette conclusion fatale. À ce jour, aucune organisation ni aucune structure terroriste d'extrême droite ne peut être identifiée en Allemagne. À l'époque, le trio néo-nazi a déjà assassiné 5 personnes et commis 2 attentats à la bombe. Toutes les informations répertoriées montrent qu'il existe un terrorisme sous forme de cellules brunes. C'est ce que le document décrit. Mais c'est précisément cette information cruciale. La sphère privée de la victime est à peine examinée. Il y a eu de fortes pressions pour enquêter dans la ville même du crime. On a passé beaucoup de temps à recenser tous les Roms qui y vivent, à les interroger et à les considérer comme des suspects, même s'ils n'ont rien fait d'autre que de construire leur camp dans les environs. Alors que ce qu'il faut faire pour tout acte criminel, le b.a.-ba, c'est de passer l'environnement de la victime au crible, s'intéresser aux personnes qui avaient affaire à elle, à sa famille, à son cercle de connaissances et ses autres fréquentations. On a beaucoup entendu dire que cela n'avait pas été prioritaire. La policière Michelle Kiesewetter était originaire d'Oberweisbach, une petite ville de Thuringe avec un milieu de l'extrême droite très actif. Or, un des membres du trio, Uwe Mundlos, y a séjourné quelque temps en 2005. Autre coïncidence, un parent proche de Michelle Kiesewetter est un policier qui a enquêté pendant des années contre la protection de la patrie de Thuringe. Le meurtre de la policière serait-il un acte de vengeance? Dans l'environnement professionnel de la policière aussi, des questions restent ouvertes. Les investigations menées par la commission d'enquête de Berlin ont établi que des policiers de son unité étaient membres de la société secrète Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est assez réduit en Allemagne, mais des soutiens du trio entretenaient des contacts avec lui et les 3 activistes néo-nazis ont assisté à des cérémonies de l'organisation avant d'entrer dans la clandestinité.
On ne s'est pas rendu compte que ces mouvements racistes, qui existaient déjà aux USA pour le Ku Klux Klan et en Grande-Bretagne pour Sang et Honneur et Combat 18, demandent expressément à leurs membres de ne rédiger aucune lettre de revendication pour ne pas mettre le groupe en danger et préconisent le suicide en cas de découverte pour ne pas compromettre les collègues ou les camarades. Un suicide en cas d'arrestation imminente. Était-ce donc le plan du trio terroriste? Beate Zschäpe pourrait largement contribuer à lever le voile sur cette affaire. Jusqu'au dernier moment, elle est restée en contact avec son réseau de soutien. Le jour où elle met le feu à sa cachette, elle rencontre encore une fois Andreeu, qui l'aide à s'enfuir en la conduisant à la gare. Ce n'est que quelques jours plus tard que Beate Zschäpe se constitue prisonnière. Depuis, elle garde le silence. Les tentatives de dissimulation des services secrets ont été si nombreuses que 4 de leurs dirigeants ont dû démissionner à ce jour. Le président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution a dû aussi rendre son tablier, ainsi que les dirigeants des services de renseignement de Thuringe, Saxe et Sachsen-Anhalt.